Je recommence. Bon. Bonsoir. Donc voilà, c'est une nouvelle expérience, hein. Donc c'est un essai. Donc il n'y aura pas grand-chose ce soir, mais c'est juste une amie très chère qui m'a initié à cette nouvelle formule, donc du direct. Donc j'essaierai de me maintenir une fois par jour, probablement le soir, d'établir un contact direct avec vous, avec les amis. Et donc, voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des sujets que vous voulez voir traités, bon, ça sera avec plaisir. Je ne sais pas à quelle heure, mais bon, ça se fera de façon informelle. Et donc, on discutera de l'actualité, de ce que j'écris, ce que je publie, des questions qui vous intéressent. Et je voulais vous dire, alors nous constituons une audience pour vous. Continuez, nous encourageons vos amis. Félicitations, voici votre vidéo en direct. La plus regardée jusqu'à maintenant, la plus aimée jusqu'à présent. Augmente. 10 personnes regardent cette vidéo. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. D'autant plus que c'est une surprise, aussi bien pour moi que pour vous, parce que sur le plan de la technologie, je ne suis pas un champion olympique. Mais bon, disons, si ça peut aider, si ça peut établir une nouvelle forme de contact, c'est vrai qu'un contact en direct, c'est quand même pas mal. Donc écrivez si vous avez des suggestions à faire, écrivez-les. Oh, déjà 25 tonnes, mon Dieu. Hein. 25 000? Oh non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Bon, alors, donc, oui, bonjour Vincent. Bonjour Mohamed Abou. Voilà. Et ben voilà, c'est un essai, je crois, concluant. Donc, oui, bonjour Abdelhadi, Asfari. Bonsoir Cathy. Donc, voilà, je voulais vous dire que demain, il y a une conférence sur le Moyen-Orient organisée, soi-disant pour la paix, mais en fait, c'est bidon. Méfiez-vous de François Hollande, qui est un agent sioniste. Et donc, la conférence de demain est là pour objectif, elle a pour objectif la chose suivante. C'est que comme le Parti socialiste a récolté plus de 90% des voix en 2012, et qu'il a déçu, ça c'est pas un scoop, et donc il organise une conférence qui ne donnera rien du tout, parce qu'il n'y a aucune raison que le gouvernement français fasse pression sur Israël, ni prenne aucune mesure pour l'obliger à respecter la résolution. Et donc, à 4 mois des élections, c'est juste pour dire à l'électorat musulman, à l'électorat antisioniste, voilà, vous voyez, nous organisons, nous sommes pour la paix, etc. Mais en fait, il répond à à l'agenda sioniste qui est de revenir à des négociations directes. Et vous savez ce que ça veut dire des négociations directes entre Israël et la Palestine? C'est comme on laisse le loup et l'agneau discuter ensemble de la répartition de l'eau, par exemple, sur une rivière. Donc vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Et donc voilà, on pourra en parler probablement lundi, après la conférence, mais il ne faut pas vous faire d'illusions. Donc merci Cathy pour votre sympathique message. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais sinon, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est tout nouveau pour moi et qu'on le fera 50 personnes jusqu'à présent. Merci beaucoup, c'est très sympa. Et donc voilà, si je crois que vous pouvez toujours me laisser des messages et comme ça, je pense que ça serait bien de discuter de la situation du Proche-Orient
parce que ce qui se passe est très grave, c'est-à-dire cette soumission de la France, de la communauté internationale, au diktat des sionistes. Il est incroyable que ce soit Israël qui se laisse passer pour une victime de la résolution du Conseil de sécurité, alors que ce pauvre Conseil de sécurité n'a fait que dire, voilà, enfin, timidement, gentiment, de faire respecter le droit international. Depuis 60 ans, il serait temps, n'est-ce pas? Mais voilà, s'adresse à Israël, c'est le grand méchant loup qui aboie, qui mord et qui n'est pas content. Et donc, je pense que François Hollande, il est timidement, il est très... comment dire, c'est un peu le larbin qui lève le petit doigt au fond de la classe et qui dit, voilà, qui essaye de placer un mot face au maître du monde. Donc voilà, bon, ça a été une prise de contact, donc je vous promets qu'on fera ça régulièrement, mais j'aimerais savoir, enfin voilà, donc vous m'envoyez les questions que vous voulez voir traitées, des suggestions, etc. Pour le moment, je crois que je ne vois pas de questions particulières. Donc voilà. Il y a 50 commentaires pour l'instant. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci à Nat Hadouche. Merci à tout le monde. Hein. Donc, voilà, je crois qu'on va arrêter là, non? On va arrêter là, Warda? Hein? Comment? Mais je sais pas, oui, enfin, je veux dire, en général, c'est plutôt des gens qui sont contents, qui me disent bravo, respect, c'est très bien, etc. C'est formidable. Voilà. Donc, j'aimerais avoir un retour par message. Donc, j'essaye. Alors, je lis et je regarde en même temps. J'essaye de parler, de lire. Mélenchon, Asselineau. Bon, en général, vous savez, il y a des candidats de toutes les façons qui n'ont aucune chance et que le système met là pour faire croire à un choix. Mais en fait, en mai 2017, je prends les paris, ça sera un candidat du système. Voilà. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Ils savent très bien qu'aucun candidat qui risquerait de révolutionner le système ne passera pas. Voilà. Donc, l'électorat est bien dressé. Et on est sur la bonne voie de ce dressage. Vous allez voir pendant ces 4 mois. Mais juste, quand même, nous qui menons ce combat ensemble depuis quelques années, moi je n'ai aucun... Enfin, la seule suggestion que je peux faire dans le combat que nous menons, c'est éventuellement d'aider des candidats qui peuvent faire avancer notre cause, bien que malheureusement, je crois que le système est verrouillé. Bon, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, mais le système est vachement verrouillé. Mais bon, restons optimistes. Et puis, on se revoit. Ah oui, je lis les commentaires, mais alors attendez. Est-ce que les autres lisent les commentaires aussi? Ah oui, d'accord. Donc tout le monde se lit. Alors, d'accord. Donc abstention de masse. L'élection, c'est une affaire personnelle. Je crois que c'est difficile de dire ce qu'il y a à faire. Mais disons, il faut être... Voilà, malheureusement, la lucidité
nous oblige à dire que le système est contrôlé à 80-90% par les médias, par le fric, par le CRIF, voilà, donc qui crée des fausses oppositions. Donc voilà, c'est malheureusement, c'est la réalité. Alors, l'analyse de... ah non, je n'ai pas lu l'analyse d'Israël Shamir sur la politique de Trump. Écoutez, moi, je vais vous dire, tant qu'à faire, je vais vous dire ce que je pense de Trump. Vous savez, bon, disons que, vu mon âge et mon expérience, j'ai vu énormément d'élections. Donc j'ai vu pendant une cinquantaine d'années des élections en France, en Angleterre et aux États-Unis. Et l'expérience m'a amené à dire il faut toujours attendre de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a toujours une différence entre les promesses et la réalité. Et donc, Trump va être... Bon, d'abord, Trump, pour moi, c'est le porte-parole d'un certain patronat, donc d'un certain capitalisme. Il ne faut pas non plus rêver, il ne va pas révolutionner, il ne va pas instaurer une révolution syndicale, prolétarienne, etc. Bon, une redistribution des revenus. Et en même temps, sur le plan du Moyen-Orient, je ne crois pas qu'il fasse que ce qu'il a promis. Et ceci étant dit, il pourrait éventuellement le faire. Moi, personnellement, j'espère qu'il poussera le fait jusqu'à quasiment supprimer toute possibilité de solution pacifique de deux États. Et je pense que ça serait le mieux qui pourrait arriver parce qu'on sera devant... parce que cette comédie a assez duré depuis pas mal d'années, il est temps que ça cesse. Alors, à votre santé, je vais prendre un petit peu de thé à la menthe. Très bon, c'est une amie qui le fait, une berbéro-maroccano-française, maroco-française, parisienne. Donc, Trump, voilà, en fait, c'est très difficile de faire des analyses avant. Vous savez, Obama, quand il a été élu, enfin, essayez de vous souvenir, hein, il y a eu énormément d'espérance, etc., un noir et tout, mais en fait, il n'a jamais autant tué d'Irakiens, d'Afghans, assassiné, jamais autant. Et donc, en fait, il n'a pas fait grand-chose, voilà. À mon avis, maintenant, on peut être d'un avis différent, mais à mon avis, il n'a pas fait grand-chose. Et alors, on verra pour Trump. Vous savez, c'est en fait la seule chose positive, enfin, en tout cas, qui a été faite jusqu'à présent avec l'élection de Trump, c'est qu'il a déjoué les pronostics du système. Mais vous savez, le système, il en a vu d'autres. Hein. Et le système n'hésite pas. Bon, d'abord, il y a l'État profond américain qui risque de venir le voir et lui dire vous savez, M. Trump, un accident d'avion ici vite arrivé, etc. Donc, vous savez, les Américains ont assassiné des présidents et donc ils ont détruit des tours, les tours de World Trade Center. Ils sont capables de tout. L'État profond américain est capable de tout pour sauvegarder ses intérêts. Et donc, c'est pas un Trump qui va les dissuader. Bon, ils ont essayé, ils essayent toujours d'ailleurs. Ils essaient de dire que les Russes ont une sextape sur eux, etc. Mais en fait, ils essaieront toujours de le déstabiliser et ils voient si le complexe militaro-industriel lié au sionisme, etc., si ce complexe décide qu'il va trop loin, et je crois que l'État profond a des moyens de le faire revenir sur le droit chemin. Donc il ne faut pas trop rêver. Le Congrès, il est à 95% sioniste. Et donc je vois mal, enfin en tout cas pour la cause que nous défendons, je vois mal comment il peut y avoir un progrès. Moi, ce que je souhaite au contraire, c'est qu'il aille loin
dans la soumission des Palestiniens. Ça veut dire qu'il leur enlève tout espoir. En fait, c'est ça qui... Le gros problème, c'est ça, c'est qu'il y a toujours un espoir, comment dire, fallacieux, qu'on peut trouver une solution. Alors maintenant, évidemment, j'ai une question sur Trump avec la Russie. Ok, ça c'est une bonne chose, qu'il dialogue avec la Russie, qu'il trouve un terrain d'entente. Bien, est-ce que pour nous, enfin pour nous par exemple Français, Européens, est-ce une bonne chose? Je pose la question. Parce qu'en fait, on pourrait éventuellement revenir à une espèce d'accord de Yalta qui est, bon, vous savez, les Américains et les Russes sont de grands empires. Bon, évidemment, aujourd'hui, les Américains ont pris le pas sur la Russie, mais ce sont des grands empires. Et ces empires, comment dire, ils ont par nature l'instinct de domination, de contrôle. Il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que si l'Amérique et la Russie s'entendent, c'est certainement sur le dos des Européens ou sur le dos d'autres pays, ou pour se partager comme un gâteau l'influence et les richesses. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait pendant 30 ou 40 ans. Les Américains ont fait ça avec l'URSS communiste, soi-disant l'ennemi communiste. Mais ils se sont bien entendus, très bien entendus même, sur le respect de l'influence de chacun sur sa zone d'influence. Donc moi je dis, comme les Américains disent, wait and see. Voilà. Donc on attend de voir. Donc oui, c'est vrai que Gemayel Bahia me dit la seule solution est l'indépendance. Et en fait, c'est vrai, pour la France, en dehors du retour à la souveraineté totale, la vraie souveraineté, ça veut dire reprendre son destin en main, il n'y a aucune issue. Parce que vous savez que 80% des lois sont faites à Bruxelles, des lois en France, applicables en France. Le système bancaire, il dépend de Francfort. La France s'est créée une dette fallacieuse de 2000 milliards qui n'a pas de raison d'être parce que la Banque centrale de France, c'est ce qu'on appelle la loi Rothschild-Pompidou, l'oblige à emprunter auprès des banques privées. Alors, donc Israël Shamir pense que c'est une bonne nouvelle, ainsi finit l'escroquerie à deux États, qu'Israël annexe tout et soit il donne... Ah oui, là c'est là où je suis d'accord. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'une bonne fois pour toutes... C'est pour ça que je dis la conférence de demain sur le Moyen-Orient est une arnaque. C'est-à-dire, il faut que la solution des deux États disparaisse du calendrier. Ça veut dire, il faut comprendre que c'est une arnaque. Enfin, écoutez, ça dure depuis 24 ans. Est-ce que vous imaginez deux pays côte à côte qui veulent trouver un accord? Est-ce que ça prend 24 ans pour trouver une frontière commune? Non. Pendant ce temps, je vais vous dire une chose, c'est que depuis les accords d'Oslo, le nombre des colons est passé de 150 000 à 650 000. Bon, donc on peut continuer à discuter. Et puis, il y aura 1 million de colons. Alors, sortir de l'OTAN est un premier plan. Vous savez, avec la classe politique qu'on a actuellement, je ne crois pas qu'on y arrivera, malheureusement. C'est-à-dire que il faudrait un gouvernement... Il faudrait en fait que le peuple français vote en connaissance de cause pour un gouvernement, pour un pouvoir réellement souverainiste. Voilà. Et aujourd'hui, je ne vois pas... Enfin, malheureusement, je ne le vois pas. Vous savez, le Front National n'est pas souverainiste. Le Front National, il est intéressé par le pouvoir. Bon, d'abord, il n'a aucune chance, pour 2017 en tout cas. Après, j'en sais rien, ça dépend ce qui va se passer. Et en fait, c'est un parti qui en a marre de rester dans l'ombre. Et il y a un bon gâteau. Vous savez, la République, comme on dit, c'est un excellent fromage. Donc, il y a de bonnes situations, il y a des palais, les palais de la République. Et ils ont envie de palper.
Voilà, le Front National. Après tout, pourquoi pas? Quand on fait la politique, on a envie de palper. Voilà, on a envie de goûter les voitures de fonction, les hôtels particuliers, etc., etc. Mais je ne me fais aucune illusion. Enfin, bon, d'abord pour 2017, ils n'ont aucune chance. Mais je ne me fais aucune illusion. Vous savez, regardez ce qui s'est passé en Grèce. Voilà, on a dit Tsipras, etc. Et puis finalement, il s'est couché. Voilà. Avec l'appui du peuple grec. En fait, malheureusement, il y a un élément que peu d'observateurs signalent, mettent en évidence, c'est la lâcheté des peuples. C'est-à-dire qu'en fait, les peuples, enfin, disons, l'entité peuple, c'est-à-dire les 2 tiers d'un peuple, que ce soit français, grec, anglais, etc., ont besoin d'un maître, ont besoin d'un gouvernement, ont besoin de cette soi-disant stabilité. Enfin, relisez ou allez sur YouTube et lisez La servitude volontaire. Et malheureusement, c'est un constat qu'on ne peut pas ignorer et qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire, bien que les peuples comprennent quelque part, lucidement, qu'ils se font arnaquer, qu'ils se font tromper par des politiques qui ne recherchent que leurs intérêts, etc. Je vais vous donner un exemple. Il va y avoir un candidat en 2017 qui s'appelle Jean Lassalle, qui est un député extraordinaire, un homme politique d'une intégrité, d'une intelligence. Il était d'ailleurs parmi les trios qui est allé à Damas. Il a fait un tour de France pendant 2 ans. Allez l'entendre avec Étienne Chouard. Et vous allez voir, c'est un type fabuleux. Il vous réconcilie avec la politique. C'est-à-dire, on dit que finalement, il n'y a pas que des salauds, que des pourris. Eh bien, ce gars-là, je prends les paris, il ne fera pas plus de 2%. C'est ça le drame. C'est ce qui est inexplicable. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le peuple français, enfin en tout cas les 2 tiers, il dit « Oh, j'en ai marre de cette classe politique, pourrie, qui cherche ses intérêts, etc. » Ok, tu as Jean Lassalle, vote pour lui. Eh bien, vous allez voir, les gens vont retourner comme des caniches vers leur maître. Vous savez, il y a un proverbe en ancien français qui dit « Poignez vilain, il vous oindra, oignez vilain, il vous poindra ». Le vilain, c'est le pecno, le paysan, comment dire, le type inculte. Vous lui donnez des coups de bâton, il vous baise la main. Vous le caressez, il vous mordra. Donc en fait, et malheureusement, même si le niveau politique, intellectuel a augmenté, a évolué, eh bien, c'est malheureusement, les gens vont retourner à François, à Fillon, à Valls ou l'autre. Enfin, de toutes les façons, vous savez, je vais vous dire, c'est un jeu entre eux, entre la droite et la gauche. Il faut que vous compreniez. La gauche n'en a rien à foutre de perdre. C'est-à-dire, il faut bien qu'il y ait un perdant. Bien, ok, la gauche va jouer le jeu et puis la droite passe. Parce qu'il ne faut pas vous faire d'illusions, c'est ça. C'est ou la gauche ou la droite. En tout cas, pour le court terme. Hein. Mais la droite, évidemment, va décevoir pas mal de monde. Évidemment. Vous allez voir, au bout de 6 mois, ils vont dire « Oh là là, quelle horreur, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi on a voté pour ce connard-là, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi, etc. » Bon, très bien. Et donc, la gauche va reprendre du poids de la bête. Vous savez, j'ai 50 ans, j'ai fait Sciences Po en 1967. Donc, je connais un peu, enfin, j'ai une certaine expérience. Et donc, en fait, c'est comme une pièce de théâtre qu'on rejoue, qu'on rejoue, etc. Mais avec des thèmes différents. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la droite va gouverner. Bon, éventuellement, parce qu'on ne sait jamais. Hein, mais de toutes les façons, ce sera un gars du système. Et donc, la gauche va dire aux gens, vous voyez, la droite, revenez avec nous. Et donc, il y aura des élections municipales. Ça s'est passé exactement avec Chirac.
Ça s'est passé avec Giscard d'Estaing. À chaque fois que, par exemple, il y a la droite, la gauche revient par les élections municipales, européennes, régionales, et après elle prend le pouvoir pour faire des conneries, comme avec François Hollande ou avec Mitterrand. Mais c'est Mitterrand qui nous a mis dans une pagaille indescriptible. Enfin, j'essaye de ne pas être vulgaire. C'est Mitterrand qui a introduit la rigueur. C'est Mitterrand qui a introduit la financiarisation. C'est Mitterrand qui a donné son accord pour la monnaie unique, etc. Enfin, c'est Mitterrand qui... Et pourtant, c'était le grand espoir de la gauche. Pour moi, c'est le plus grand cynique qui a jamais existé. Mais malheureusement, les gens ne tirent pas les leçons. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être demander à un anthropologue ou, je ne sais pas, quelqu'un qui connaît l'esprit humain, comment il fonctionne. Pour moi, il y a un élément de servitude. Voilà. Et ce n'est pas une question d'intelligence. Il y a des gens très cultivés. Prenez par exemple, je vais vous donner un exemple. Le 5e et 6e arrondissement de Paris, c'est la plus grande concentration d'universitaires, de journalistes, de médecins, etc. Enfin, donc c'est vraiment les 2 arrondissements culturels et intellectuels, la plus grande concentration. Bien. Pendant 20 ans, ils ont été représentés par qui? Par Chirac. Puis après, par Tibéri. Les époux Tibéri. C'est les Thénardier de la République. D'accord? Bon. Comment ça se fait que des gens aussi cultivés aient pu se laisser... Moi, j'aurais honte d'être représenté. Donc, en fait, voilà le drame. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je le constate. En tout cas, c'est un constat qu'on ne peut pas m'enlever, puisqu'il se vérifie. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais je crois que il y a un élément de soumission et d'obéissance qui est, comment dire, qui est dans la tête de la majorité des gens. Et contre ça, je ne sais pas s'il y a un remède. Voilà, bon, mais je crois qu'on aura l'occasion de... Ça y est. Ah, alors, c'est les banques qui gouvernent, oui. Votez Biquette, oui. Alors, Paloma. Alors, j'essaye de lire. Que pensez-vous de Mélenchon? Ah, alors, voilà, Mélenchon, comment dire, bon, d'abord, c'est un mec du système. Comprenez ça. Ça veut dire un mec du système. C'est-à-dire, pendant 30 ans, il a vécu comme sénateur. C'est-à-dire tous les cabinets de République, les palais de la République, les avantages de la République. C'est un mec qui doit se faire... Je ne lui reproche pas, mais enfin, c'est un mec quand même qui doit vivre avec 15 000 euros par mois. Il aura une retraite de 10 000 euros, 15 000 euros, etc. Bien, il surfe sur une vague. Bien. Il a pris un créneau. Très bien. C'est peut-être aussi ses convictions. Mais en même temps, d'abord, c'est que le système, il lui permet de passer parce qu'il donne l'illusion, il donne une chance aux gens. Ça veut dire les gens se disent « Ah, Mélenchon ». Mais en fait, on sait, enfin, vous savez, l'élection, c'est une science, c'est pas... ce sont des choses qui n'arrivent pas par hasard. Donc, en fait, on sait à peu près qu'il a un potentiel. Bien, et ce potentiel, il donne l'illusion aux gens. L'essentiel, c'est de donner l'illusion aux gens qu'on peut y arriver. Voilà. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire, le système veut faire croire que cette fois-ci, vous savez, vous remarquerez que chaque fois, enfin en 2012 c'était comme ça, en 2007, revoyez les vidéos. Chaque fois on se disait, cette année est décisive. Mais vous savez, depuis 100 ans que les élections existent, depuis 150 ans que les élections existent, chaque élection est décisive. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme a dit un ancien. Sauf qu'il faut attirer les gens, enfin il faut leur donner cette illusion, cette espérance. Donc il y a un Mélenchon, très bien, c'est un bon tribun. Seulement, bon, Mélenchon, il veut le pouvoir. Bon. Mais même s'il avait le pouvoir,
Enfin, personnellement, je ne crois pas du tout à ses chances. Mais même s'il avait le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il a les mains liées, il est contre la souveraineté de la France. Donc, il n'envisage pas la souveraineté de la France. Il a les mains liées par les banques, il a les mains liées par l'Europe, il a les mains liées par les traités internationaux. Vous savez, il y a une chose, c'est que la France emprunte chaque jour 4 ou 5 milliards ou 6 milliards, vous savez, pour faire tourner la machine, bien, sur les marchés internationaux. C'est un jeu d'enfants. Aujourd'hui, ils empruntent, la France, mettons, emprunte à 1,5-2%. D'accord? Bien, de taux d'intérêt. C'est un jeu d'enfant pour le système international de faire monter ce taux d'intérêt à 3 ou 4%. Et on étrangle l'économie. Vous savez, c'est en fait le vrai, comment dire, la vraie question, c'est que la France retrouve son indépendance, sa souveraineté, et après, c'est-à-dire et se débarrasser de sa dette, de cette fausse dette et tout. Mais malheureusement, c'est ça le problème. Vous remarquerez que les partis politiques, enfin les candidats, ces matchs de primaire, c'est un peu le combat des gladiateurs. Parce qu'en fait, quelle différence y a-t-il entre Valls et l'autre et l'autre et l'autre? C'est rien du tout. Bon, le système vous sort du chapeau un autre lapin, Macron. Ah, c'est formidable. Mais moi, c'est extraordinaire comment les gens, et on dirait qu'ils sont dans l'attente des messies. Ils se disent, ah, comme une apparition miraculeuse. Voilà. Ah, Macron, c'est la jeunesse. Enfin, c'est un mec des banques quand même. C'est une diversion. C'est juste pour amuser la galerie. Mais malheureusement, enfin, la réalité est là. Et voilà, la réalité est difficile. Alors, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais en fait, c'est une grande farce électorale. Alors, donc, que pensez-vous de François Asselineau? Bien. François Asselineau dit des choses très justes. Et ça, j'ai rien à dire. Bon, malheureusement, son discours n'est pas audible. C'est pas de sa faute. Le système, vous savez, je vais vous dire, c'est là où vous vous rendez compte comment le système vous dit, prenez par exemple le jeune, comment il s'appelle, du NPA, là, comment il s'appelle le gars du NPA, le petit facteur, là, bon, oh zut, bon, le petit facteur, c'est, comment dire, c'est le chouchou des médias. Il est fabuleux. Il est invité chaque semaine. Il est invité à Canal, etc. Enfin bon. Et alors qu'Asselineau n'est pas invité. Pourquoi? Ben, parce que, en fait, Asselineau dit des choses, comme je viens de dire, c'est vrai, sur la souveraineté, etc. Et donc, on essaie de l'étouffer au mieux. Et le problème, c'est que, encore une fois, je reviens à cette histoire de Jean Lassalle, par exemple, qui veut que les électeurs, au moment décisif, vous savez, les électeurs, vous connaissez un électeur français, à moins d'être atteint d'Alzheimer, est-ce que vous connaissez un Français qui vous dira, les yeux dans les yeux, les hommes politiques, ils sont là pour notre bien, pour la France, etc. Ils ne s'intéressent pas à leur... Olivier Besancenot, oui. Ils ne s'intéressent pas à leurs trucs privés, c'est pas vrai. Aucun... Enfin, il y a peut-être 1% qui oserait dire ça, ou 5%, disons, parmi les militants purs et durs. Donc il reste 95% de sceptiques. Bien. Et il se passe ceci, et vous remarquerez discuter autour de vous, vous allez voir, hein. Tout le monde est vent debout contre cette classe politique, et puis on vous offre un Asselineau, un Jean Lassalle, et comme enfin je ne sais pas par quel miracle, enfin, ce candidat qui pourrait bouleverser le système, qui pourrait donner un coup de pied dans la fourmilière, obtient 1 ou 2%. Voilà. Ça, je pense même pas que ce soit une question d'intelligence. Il y a beaucoup d'universitaires
d'avocats, d'ingénieurs, etc., qui votent soit pour le PS, soit qui votent pour l'autre, les autres. Comment ça se fait? Voilà. Donc, c'est pas une question d'intelligence. Je crois que c'est une question de nature humaine. Et je pense que peut-être je vais un peu, comment dire, c'est une réflexion que je me fais des fois. Vous savez, l'homme est un animal, enfin évidemment, enfin, avant d'évoluer, enfin, on peut le dire, enfin on peut espérer, disons. Et comme une meute, il y a toujours un chef, quelques chefs. Vous savez, vous regardez l'histoire humaine, l'histoire de l'humanité depuis qu'on la connaît depuis 3-4 000 ans. D'accord? Bien. Toutes les sociétés organisées qu'on a connues, elles ont fonctionné comment? Il y a un chef, qu'il soit pharaon, empereur, général, dictateur, ce que vous voulez. Une nomenclatura, ça veut dire une élite, voilà, qu'elle soit religieuse, militaire, ce que vous voulez. Vraiment. Et la masse. Voilà. Et en général, il y a très peu de passages de l'un à l'autre. Il y en a, mais bon, c'est comme ça, voilà. Et donc finalement, avec des formes évoluées aujourd'hui, c'est-à-dire, vous savez, le pouvoir, il est obligé de céder. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, lorsque les idées nouvelles commençaient à se faire jour, c'est-à-dire des idées de l'individu, la liberté individuelle, la presse, les livres, etc., le pouvoir était obligé de composer parce que tout pouvoir, il n'a qu'une envie, c'est de dominer sans partage. Bon. Mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, il y a une évolution qui a rendu l'exercice totalitaire du pouvoir impossible. Et donc, il cède. Seulement ce qu'il cède d'une main, il le reprend de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, en 1848, par exemple, un exemple, ça vous pouvez retrouver, je crois que c'est chez Henri Guillemin, par exemple, on a dit aux gens, vous pouvez voter, suffrage universel. D'accord. Mais on a donné des instructions au préfet pour arranger les choses, etc. Et total, le Parlement qui a été élu était totalement favorable aux capitalistes, enfin à la classe dirigeante. Donc vous voyez, et c'est comme ça, c'est-à-dire en fait, et le pouvoir, le système dans lequel nous vivons, il distribue pardon, les peuples sont-ils oui, alors les peuples sont éduqués à la soumission. Donc, pardon, j'ai perdu le fil. Alors, oui, en 1800. C'est-à-dire, en fait, voilà, le pouvoir, c'est le pouvoir, il a des moyens énormes. Vous savez, Napoléon a créé la Légion d'honneur. Bien. Vous savez ce qu'il a dit quand il a créé la Légion d'honneur? Je ne peux pas répéter mot pour mot, mais c'est délicieux. C'est-à-dire, il a dit, je vais créer un truc en chocolat, quelque chose comme ça, enfin, un truc faussement brillant, genre comme ça, et vous allez voir les gens accourir et faire des pieds et des mains pour l'avoir. Et c'est un truc qui ne vaut rien. Voilà. Vous accrochez ça, vous accrochez un ruban à votre truc. Et les gens deviennent fous. Vous savez, il y a des pièces de théâtre magnifiques au XIXe siècle, etc., et au XXe, sur la poursuite de cette Légion d'honneur. C'est-à-dire, les gens deviennent dingues, font des pieds et des mains, font des interventions près du député, des ministres, etc. Ils veulent cette Légion d'honneur, un ruban. Et c'est comme ça que le système, il les tient. Par exemple, vous avez, après, vous savez que les responsables d'enseignement des établissements scolaires, ils ont un appartement de fonction. D'accord ? Moi, j'habite à Porte de Vincennes et il y a un lycée, Hélène Boucher, où je vois en haut, là, il y a 8 appartements magnifiques sur terrasse, etc. Dans la seule région d'Île-de-France, il y a 4200 responsables d'appartements de fonction. Donc, au niveau de la France, il y a peut-être 40 000, 50 000. Ces gens-là, quel est leur boulot? C'est de surveiller les écoles, de verrouiller l'enseignement.
quand il y a eu l'affaire Charlie, vous vous souvenez comment ils avaient bien surveillé les profs, les élèves. Ils dénonçaient chaque élève qui disait un mot de travers. Eh bien, leur prime, parce qu'ils touchent une prime en plus, était augmentée de 45%. Donc, voilà, le système, et tous les systèmes marchent pareil, hein, c'est pas la France. Mais enfin, la France est un peu spéciale. Vous savez, on a coupé la tête du roi, mais on a tout gardé du symbole monarchique. J'ai vécu en Allemagne et au Canada, par exemple. Quand on compare, ce sont des pays où vraiment il y a, il y a une, comment dire, il y a une liberté. Il n'y a pas ici le moindre type qui a un poste, on l'appelle Monsieur le Président. Les gens cumulent. Vous connaissez cette histoire je crois que c'est Delbar dans le Nord qui a 24 fonctions. Enfin, et ils ont des fiefs à Bordeaux, ils ont des fiefs à Marseille, on a un système monarchique. Et ce système, il est le cumul de mandats dont on a du mal à se défaire. Mais le système, il ne fait que ça parce qu'il sait que c'est sa base. Regardez par exemple, quand vous avez vous savez, cette dame qui avait touché 40 000 euros de frais de taxi sur un an. D'accord? Bon, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait être. On l'a condamnée à rembourser 4 000 euros et elle a retrouvé un poste à 9 000 euros ou 10 000 euros par mois. Bon. Voilà le système, comment il fonctionne. C'est-à-dire, en fait, il se constitue une clientèle. Et la droite et la gauche, c'est pareil. C'est-à-dire, quand Sarkozy nomme le fils de Klarsfeld conseiller d'État, alors qu'il n'a aucun titre à l'avoir, avec, je sais pas moi, 7 ou 8 000 euros de plus comme ça par mois, tranquille. La gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle ne dit rien, parce qu'elle a aussi ses protégés. Et donc, en fait, il se constitue tout un système de rentabilité, d'avantages, etc., qui fait qu'il y a peut-être 1 million, 2 millions ou 3 millions de gens qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Et voilà, nous, notre but, enfin, notre objectif, c'est à notre échelle de dénoncer ces choses-là et voilà, d'espérer peut-être qu'un jour... Bon, donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end. Et puis, ben, voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Bon.